Ce qui est bien avec les droits d'auteur, c'est que ça profite à tout le monde, sauf aux auteurs. Aujourd'hui, on va encore une fois parler des ayants droit, mais pas pour le streaming cette fois-ci, mais bien pour les artistes de l'édition, de la bande dessinée ainsi que des livres, car il y a un rapport qui était sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le rapport Racine, que je vous invite à aller voir, j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet, qui était très critique vis-à-vis du fonctionnement des droits des auteurs, car malheureusement ils sont perçus par les maisons d'édition, mais très peu rendus aux auteurs, et donc il mettait en avant cette espèce d'inégalité, entre finalement le créateur et son éditeur. Et aujourd'hui, le gouvernement français a dévoilé les dispositions qu'il allait prendre pour les artistes-auteurs. Et vous allez voir, finalement, streamer ou dessinateur, ou scénariste, c'est finalement un peu le même combat. Décidément, être éditeur, ça rapporte gros. Le gouvernement dévoile son plan pour aider les artistes-auteurs. Roselyne Bachelot n'a retenu qu'une partie des propositions du rapport de Bruno Racine visant à améliorer la situation des créateurs. Alors Bruno Racine, ce qu'il faut savoir, c'est ça qui est intéressant, c'est que Bruno Racine est un fonctionnaire, donc qui a été demandé par le gouvernement pour faire un rapport sur la situation des auteurs. Donc c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'extérieur au gouvernement, qui n'est pas... qui a probablement des opinions politiques, mais qui est censé être neutre et impartial, et il avait été très très critique. La copie était attendue depuis plus d'1 an, reste à savoir si elle contentera les intéressés. Jeudi 11 mars, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont présenté le plan du gouvernement destiné à soutenir les artistes-auteurs, écrivains, scénaristes, compositeurs, illustrateurs, plasticiens, etc., confrontés à une paupérisation croissante de leur métier et dont le malaise n'a cessé de croître ces dernières années. Un plan décidé après la publication, en janvier 2020, du rapport de Bruno Racine sur l'auteur et l'acte de création, qui avait été bien accueilli par la profession, mais dont la traduction concrète tardait à venir. Alors, pour vous resituer un peu, janvier 2020, c'est typiquement le pire moment où ça pouvait sortir, en réalité, parce que du coup, c'était juste avant le Covid. Et bon, bah... voilà, quoi. Il y a les auteurs qui disent, bah en fait, on se rend compte qu'on se fait complètement entuber, et là-dessus, bah, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu le traiter. Si le rapport de Bruno Racine préconisait 23 mesures, Roselyne Bachelot a décidé de concentrer son action sur 15 priorités destinées, selon elle, à améliorer le quotidien des auteurs. Le rapport Racine a posé un diagnostic que je partage sur la situation des auteurs durement frappés par la crise. J'ai voulu une réforme qui améliore leur visibilité et leurs conditions de création par des mesures pragmatiques et immédiatement opérationnelles. Défend auprès du monde la ministre de la Culture pour qui ces 15 mesures fortes répondent aux problèmes unanimement dénoncés et vont changer radicalement la donne pour les auteurs. Alors c'est une opinion extrêmement intéressante, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement pas du tout partagée par les auteurs. Poursuite des aides financières. Déjà, le mot aide ici est très contesté. La première des dispositions prises par le gouvernement sera la poursuite des aides financières mises en place à l'occasion de la crise sanitaire. Selon le ministre de la Culture, 213 millions d'euros ont été mobilisés en faveur des artistes-auteurs en 2020. Ceux-ci continueront de bénéficier en 2021 du Fonds de solidarité, un dispositif qui permet de toucher jusqu'à 10 000 euros par mois et à travers lequel 100 millions d'euros ont été versés aux auteurs en 2020. Par ailleurs, les fonds sectoriels d'urgence, destinés en particulier aux auteurs exclus du Fonds de solidarité, seront réabondés de 22 millions d'euros cette année. 10 millions pour le secteur de la musique, 5 millions pour celui du théâtre, 5 millions pour les arts visuels, 1 million pour le livre et 1 million pour le cinéma. L'an dernier, 13 millions d'euros avaient été versés par ce biais. Voilà, alors j'ai malheureusement pas accès au reste de l'article, mais je pense que là déjà on a les grandes idées de ce qu'elle compte faire. Elle a probablement plein d'autres elle a plein d'autres mesures, mais vous allez voir, on va regarder l'opinion en fait ici d'Adrien Thomas, qui est notamment membre de la Ligue Auteur Pro, qui est une ligue qui défend le droit des auteurs, et qui donne son avis là-dessus, et vous allez voir qu'il est extrêmement critique. C'est d'ailleurs lui qui a partagé l'article. Bon allez, on va prendre quelques minutes pour discuter du scandale absolu mis en avant dans cet article. Un thread sévère, ça faisait longtemps. Évidemment, on va discuter ensemble, et n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, je le dis quand même, au cas où vous n'êtes pas d'accord. On va rapidement passer sur l'absence... ou si vous êtes d'accord. On va rapidement passer sur l'absence de mesures fortes directement inspirées du rapport Racine. R. Bachelot fait un poil mieux que ses prédécesseurs,
mais on va pas se mentir, c'est encore excessivement tiédasse et insuffisant. Mais franchement, on s'y attendait un peu. En gros, ça parle de poursuivre les aides, car les auteurs adorent être aidés plutôt que justement rémunérés pour leur travail. Non. Et de dire que le site infernal et les dysfonctionnements intensifs de l'URSSAF, promis, on va régler ça. Donc l'URSSAF, c'est l'union... Ah, je ne sais plus le nom de l'URSSAF, merde. Allez, mais dites ce que vous êtes. Bref, l'URSSAF, c'est une société, il me semble, de droit d'auteur. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu ce paragraphe-là, c'est qu'effectivement, là, il parle des aides de Covid, notamment, qui vont continuer. Ce qui est bien, évidemment, puisque les auteurs et tous les secteurs, d'ailleurs, de manière générale, ont besoin. Mais le problème que soulignait le rapport Racine, c'est qu'en fait, les auteurs se font pigeonner, littéralement. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner une ordre d'idée, si je me souviens bien des chiffres, mais je vais vraiment simplifier ça au maximum, mais par exemple, l'éditeur gagne 40% sur la vente d'un livre, alors que l'auteur en gagne peut-être 2%. Et l'éditeur justifie ça en disant « Mais oui, mais on a de la main-d'œuvre à payer, etc. etc. » Mais ce qu'ils disent pas, c'est que dans les 40%, en fait, ils font 20% de bénéfices. Alors que l'auteur, sur ces 2%, il sait même pas vivre avec, en fait. Donc c'est assez gênant, c'est assez malaisant, et c'est là où, du coup, ils soulignent le fait que, il faut agir, quoi. Ça suffit que, parce que c'est quand même leur travail, et ils font des bénéfices gigantesques sur un travail qui n'est même pas le leur. Juste pour vendre leur travail. Mais ce n'est pas le cœur de ce thread. Non, le truc scandaleux, c'est ça. Et là, je vais vous lire parce qu'il y a une partie qui est coupée chez vous. Mais face à la levée de boucliers des organismes existants, comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, SACD, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, qu'on salue bien sûr, la SACEM, très présente sur YouTube, ou la Société civile des auteurs multimédia, la SCAM, sur laquelle j'avais repris le droit de citation et qu'on m'avait envoyé bouler, qui dénonce dans une grande majorité cette idée qui ne trouve pas prioritaire. Roselyne Bachelot a préféré reculer. Dans le contexte actuel, la ministre ne souhaite pas aggraver ces tensions ou créer des ruptures au sein des organisations d'auteurs, mais plutôt se concentrer sur les revendications communes qui rassemblent toutes les organisations, justifie la ministre de la Culture. Et ça, c'est très énervant. Ça, c'est très énervant pour les auteurs, parce que, vous allez le voir, le souci, c'est que ce sont des maisons d'édition. Et les maisons d'édition ne sont pas d'accord sur le fait qu'on devrait réformer les règles qui leur sont imposées. Le peu de règles qui leur sont imposées. Mais c'est évident, puisque en fait, c'est ce que mettait en avant le rapport. C'est que les maisons d'édition gagnaient trop d'argent. Donc évidemment, elles vont pas dire « Ah mais non, non, nous on est d'accord, hein !» Bah non, puisqu'elles vont y perdre. Donc c'est logique, donc il faut créer ces tensions en fait. Parce que la situation actuelle n'est pas normale. On est d'accord, vous avez lu comme moi la SACEM, la SACD Paris et la Webscam qui s'arrogent le droit de lever des boucliers pour dire à la ministre qu'élire nos représentants pourrait créer des tensions entre auteurs. Donc, parce qu'évidemment, ils veulent créer un syndicat d'auteurs, donc du coup élu par les auteurs de livres ou de bandes dessinées, etc., pour pouvoir négocier leurs droits, en fait. Mais, bizarrement, les maisons d'édition ne sont pas d'accord. On la refait. Ah, j'ai pas figé toute la discussion. On la refait. On parle d'organismes de gestion collective qui ne représentent pas les auteurs, n'ont jamais été élus pour parler en notre nom et qui n'ont un nombre énorme d'adhérents que parce que l'adhésion est obligatoire pour les auteurs désireux de récupérer leur argent. Et ça, c'est moi travaillant dedans, c'est vrai. Pour toucher des droits, il faut s'inscrire en fait à l'un de ces organismes. Parce que sinon on peut pas toucher ses droits d'auteur. Et donc ils estiment représenter les ayants droit, mais ils représentent rien du tout en fait, puisqu'on n'a pas le choix, on est obligé de s'inscrire chez eux pour gagner pour toucher l'argent des droits d'auteur. Si éventuellement en indépendant on pouvait les toucher comme ça tranquille, il y aurait pas de problème. Et en même temps protéger effectivement nos œuvres, il y aurait pas de problème. mais on peut pas le faire, c'est interdit. On est obligé de s'inscrire, donc ça n'a aucun sens. Et ces gens, a priori des employés, et non des auteurs, employés, vu que du coup ils sont engagés par les auteurs, parce qu'évidemment vous vous inscrivez, mais c'est pas gratuit, vous devez payer pour vous inscrire.
et non des auteurs se permettent de parler en notre nom pour enjoindre la ministre à ne surtout pas organiser d'élections pro. Parce que vous comprenez, ça risquerait de créer des tensions. Oui, et alors? Évidemment que les élections professionnelles chez les auteurs créeraient des tensions. Vous savez pourquoi? Parce que les OGC n'auraient pas le droit de se présenter. Et ouais, seuls les syndicats dont la mission principale est la défense de la profession ont le droit. Donc en fait, c'est parce que les maisons d'édition n'auraient pas le droit de se représenter, ce qui est logique, évidemment que c'est logique. Ce qui signifie pour ces OGC qu'ils risqueraient de perdre leur monopole sur la représentation des auteurs. Bah oui, si elle que la ministre invite pour discuter des auteurs parce qu'il n'existe pas d'organisation élue possédant mandat pour le faire. C'est aussi elle qui siège dans des endroits aussi divers et variés et avec un certain talent, non, comme l'IRSEC, vertement critiqué par tous les auteurs, ou l'AGESA, 40 ans de gestion scandaleuse. À la place d'auteur, évidemment. Donc c'est un peu finalement comme si, dans votre travail, hein, on gérait... Enfin voilà, il n'y avait pas de... Enfin, vous ne pouviez pas choisir de représentants pour... Enfin voilà, pour décider, enfin pour vous représenter votre voix auprès de vos employeurs ou quoi que ce soit. Normalement, dans les grosses sociétés, il y a des représentants syndicaux et qui servent à ça en fait. Et là, ici, en fait, on leur dit « Ah mais non, ça créerait trop de tension avec, finalement, avec les maisons d'édition, quoi. Ouf. Attention, hein, ce serait pas chouette. » De là à croire que l'organisation d'élections pro est crainte par certains parce que ce serait une brèche qui pourrait généraliser les demandes des auteurs et autrices de voir les leurs, les représenter dans toutes les instances qui les concernent. Comme si les OGC, en prétendant agir pour le bien des auteurs, le Gain, essayaient en fait de nous confisquer nos élections pro qui pourraient à terme les dégager enfin de tous les sièges qu'ils squattent par pouvoir et influence et non démocratiquement. Parce que c'est bien de ça qu'on parle là, du vol de la démocratie pour toute une population de travailleurs par l'influence néfaste de gens qui ne parlent même pas pour nous. Des puissants qui, reçus par la ministre, font passer leurs agendas plutôt que nos revendications. Et c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu choquant de voir qu'une ministre peut être autant influencée par des personnes qui ne représentent rien du tout, en fait. Et c'est là où moi j'aimerais faire le croisement avec, vous savez, je suis très critique envers les sociétés de droits d'auteur, mais c'est parce que, effectivement, les sociétés de droits d'auteur ne s'occupent pas de droits d'auteur, ils s'occupent que de business. Ils ne s'occupent pas de savoir si enfin voilà, justement, leurs membres, les personnes qui sont affiliées à eux sont bien payées. Non, tout ce qui les importe, c'est que leur business tourne. Et donc, du coup, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est scandaleux que sur YouTube, par exemple, il y ait comme ça des rafles de droits d'auteur, parce que ça ne revient même pas aux auteurs principalement. Ça revient avant tout aux maisons d'édition. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais quand je dis maison d'édition, je le prends encore plus large. C'est que c'est la même chose pour les films, c'est la même chose pour je sais pas moi, pour le dessin, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose pour tout ce qui est artistique en fait sur YouTube. Pour la musique, c'est la même chose. Enfin, c'est des plaintes qui sont les mêmes partout. Et pourtant, voilà, les ministres se plient parce que ce sont des lobbies. Ce sont littéralement des lobbies qui protègent que leurs propres intérêts. Mais encore une fois, on est face en fait à une poignée de personnes qui protègent leurs intérêts au détriment de plein d'autres qui travaillent pour, du coup, elles. Alors que normalement, ce sont des sociétés qui devraient travailler pour vous, en fait, pour les auteurs. Voilà où on en est, des élections qu'on réclame depuis des lustres, une occasion d'enfin faire le ménage parmi les lobbying infects qui ont fait trébucher le rapport de Racine dès qu'ils l'ont pu, balayés en quelques mots devant la ministre par des non-auteurs. J'en ai marre. En tant qu'auteur, je préfère 1000 fois avoir des élections professionnelles, une fois toutes les quelques années, quitte à ce que nos orgas élus ne soient pas toujours d'accord entre elles, que laisser notre parole entre les griffes de ces gens. Et je pense ne pas être le seul. Il est grand temps de réclamer notre liberté de parole, notre liberté de parler, pour nous-mêmes, notre liberté de voter et choisir nos représentants, comme n'importe quel travailleur et travailleuse en France. Voilà, ce sont des revendications qui sont vraiment importantes que dans le milieu artistique et qui, je trouve, ne sont pas assez, je vais le retweeter d'ailleurs, mais qui ne sont pas assez, à mon sens, et quand je vois les auteurs en parler, qui ne sont pas assez relayées, alors qu'elles sont primordiales. Elles sont vraiment primordiales. C'est parce qu'en fait, il y a trop de gens qui ignorent comment ça marche, les droits d'auteur. Justement, les sociétés de droits d'auteur
expliquent tellement simplement mais oui, mais si vous payez pas les droits d'auteur, les artistes ne sont pas rémunérés, et ça c'est pas bien. Elles font un peu les victimes comme ça, et puis d'un autre côté, en fait, ce sont les premières à voler les auteurs, et donc, bah, surtout en France, ça doit s'arrêter. En Belgique aussi, c'est un peu la même chose, et je trouvais ça important de le mettre en avant. Voilà. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à débattre évidemment en commentaire, ou à, voilà, simplement si vous avez d'autres informations ou quoi que ce soit. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour d'autres actualités. Voilà, à bientôt, la bise.